Bon alors, Guy, t'es né à Joigny en 1930. Est-ce que tu serais capable de te rappeler ce qu'elle était ta vie à la ferme? Bon, je vais te répondre tout de suite, Jean-Paul. La vie à la ferme en 1930, moi, nous, ma famille, mes parents et nous, leurs enfants, on n'habitait pas à la ferme. Ah bon? Mais mon père travaillait à la ferme. C'est-à-dire que tous les jours, il quittait notre maison, disons, familiale, et il montait travailler à la ferme. Ah oui, c'était quand même son père qui ah tenait oui, la ferme. Ah oui, oui. D'accord. Oui, mais son père, il habitait la ferme avec son épouse, donc la grand-mère, Irénée, que tu as certainement connue. Alors c'était eux qui vivaient à la ferme. Et voilà. Et mon père, il montait à la ferme pour travailler. D'accord. Il était, disons, pratiquement l'ouvrier, on va dire, de culture. D'accord. Non, tu parles de ton grand-père, donc. Oui. Et mon père me disait, il l'appelait, c'est le jardinier. C'est vrai. C'est parce qu'il faisait beaucoup de jardinage. En plus, il avait des vaches à lait, naturellement. Il vendait du lait. D'ailleurs, tu dois savoir, parce qu'on a eu même longtemps comme cliente ta maman, Bah oui, bien sûr. Gabrielle, elle venait chercher son lait le matin. Mais comme c'était pas suffisant, en plus, il faisait beaucoup de légumes, il cultivait beaucoup de légumes, et ces légumes-là, les 3/4 de leur production, il venait les vendre au marché à Nouzon, 2 fois par semaine. Le marché qui avait lieu, il y avait le lundi et le vendredi, enfin 2 fois par semaine. Elles venaient vendre leurs légumes, alors ils faisaient beaucoup de jardin. C'est pour ça que les gens de Joigny l'appelaient jardinier. Voilà, c'était pas jardinier, c'était le jardinier. Voilà. Oui, alors, petit commentaire personnel, j'avais un petit terrain au-dessus du pont, et ton père était au-dessus. Et il me dit, « Oh ben tu vas faire quoi comme patate ?» Ben je lui dis, ben, « Je vais faire des belles de Fontenay. » Oh, ben quand on était avec son père, donc, nous on appelait ça des pommes de terre fantaisie, qu'on vendait surtout pour les femmes de Bro qui travaillaient beaucoup à l'usine. Oui, c'était la belle de Fontenay. C'est ça. La belle de Fontenay. Oui, ben, alors tu me dis qu'ils vendaient ça aux femmes de Bro. C'est parce que, alors qu'ils faisaient le marché à Nouzon, une fois par semaine, ils allaient faire un marché à Château, non, À Château. Après l'endroit, les Halles. Les Halles, voilà. Oui, la Halle qui existe toujours. Hein. Oui, voilà, ah ben c'est là, il allait une fois par semaine, alors c'est certainement là qu'ils vendaient ces pommes de terre aux femmes de Bro, comme tu dis. Voilà, et laisser cuire. Oui, parce que tu sais, parce que c'est une pomme de terre qui ne se démolissait voilà. Pratiquement pas. Pomme de terre fantaisie. Et alors, vous êtes arrivé quand? Alors la famille, cette fois-ci? Alors, la ferme. À la ferme. Alors, ça s'est fait, c'est parce qu'il y a eu l'exode, l'évacuation, comme on dit. On a été 2 ans dans les Deux-Sèvres. Et pendant qu'on était donc réfugiés là-bas dans les Deux-Sèvres, disons les années 41 et 42, on va dire, le grand-père Virolet était revenu, lui, dans les Ardennes, avec ses chevaux, qu'il avait mis dans un wagon à bestiaux. Il est revenu, le grand-père, avec la grand-mère, et ils sont revenus à la ferme. Et
aux années 43, je crois, oui, la grand-mère est décédée. Alors, le grand-père s'est retrouvé tout seul à la ferme. Alors, c'est à partir de là, que mon père nous a laissés dans les Deux-Sèvres, mais lui, il est revenu pour accompagner le grand-père et tout, et il est toujours resté à la ferme, naturellement, avec le grand-père. Et quand nous, un an après, au moins un an après, on est revenu des Deux-Sèvres, on a abouti à la ferme. Et on y est resté. On y est resté parce que il n'y avait plus que le grand-père. Oui, parce que voilà. Irénée était prisonnier avec mon père. Voilà. Ils étaient prisonniers tous les deux. Avec Louis Bois et puis le père Tisseron. Tisseron de la Warenne. Voilà, le Tisseron. Et on est resté, moi j'y suis resté jusqu'à l'âge de... jusqu'à ce que je me marie. Oui, j'ai vécu à la ferme jusqu'à l'âge de 22 ans. Oui, il y a quand je me suis marié, puis j'avais quitté la ferme parce qu'on était trop nombreux pour vivre sur cette petite ferme-là. On était quand même 4 enfants. 4 enfants, les parents, le grand-père, après ça, Irénée, qui est arrivé en 40... Il s'était évadé, Irénée. Il s'était évadé de... Oui, il s'est évadé. Oui. Il s'est évadé. 44, ils ont gagné la Suisse. Et de la Suisse, après, il a été travaillé dans le Cher. Dans une ferme, dans le Cher. Je crois que c'était Saint-Amand. Oui, je crois. Et puis... il ne voulait pas revenir trop vite. Parce que comme il était évadé, et qu'on était occupé, parce que là-bas il était en zone libre. Là-bas il était en zone libre. Mais il ne voulait pas revenir trop vite, vu qu'il était évadé et tout, il pouvait se faire... Donc toi tu avais 12, 13, 14 ans, voilà, puisque tu es né en 30. Voilà, quand il est revenu, moi j'avais 14... écoute, il est revenu pour ma communion. Il est revenu pour ma communion. Oui, c'était en 43, 43, 44. Voilà. Et à partir de ce moment-là, pareil, il est resté à la ferme avec nous. On était quand même nombreux. On était nombreux sur une petite ferme comme ça. Alors, il a fallu se diversifier. Oui. Alors c'est là qu'ils sont lancés un peu dans le transport du bois, du bûcheronnage. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Mais le principal revenu à la ferme, c'était le lait. Le lait, voilà. Et si tu veux, Cos, je sais bien que, par exemple, Henri, c'est lui qui allait décharger les wagons de ferraille à la gare de Nouzon. Oui, mais on y allait ensemble. Ah bon? On allait ensemble. Ah oui, parce qu'il fallait aller chercher le fer. On va dire le fer, mais il y avait autre chose, il n'y avait pas que le fer. Pour la boulonnerie, par exemple. Oui. Pour la boulonnerie. De Bougny? Joigny. De Joigny? Oui, la boulonnerie. Ah oui, à côté de chez vous. Oui, la boulonnerie, ferronnerie. Oui. D'ailleurs, il y a encore le panneau BFR. Je vais faire un reportage là-dessus. Oui. Boulonnerie, ferronnerie. De Joigny. Joigny, oui. Alors, avec les chevaux, les véhicules qu'on avait, véhicules, attention, tout ça, c'était hippomobile. Hein. Oui. On faisait le coq, on faisait le charbon, le charbon de forge, un petit charbon de forge. C'est à peu près tout pour la boulonnerie. Oui, c'est tout ce qu'il y avait à faire. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Oui. Alors, une anecdote. Bernard. Oui. Il était à l'école avec Rougissort. Oui.
Toi aussi? Ah oui, ah oui. J'enregistre. Ah oui, j'étais des années. Alors, il me dit, il arrivait un télégramme à la poste de Joigny, la postière venait dans l'école, dire au Bernard, donner le truc, pour que le Bernard aille rechercher son père, qui était dans les bois, parce qu'il y avait des wagons qui étaient arrivés en gare de Nouzon. Et mon Bernard, une fois, voilà-t-il pas que le Henri, son père, était au-dessus de Longchamp. Et un gamin qui avait 12-13 ans, il a fait Joigny, Longchamp, à pied pour aller rechercher l'Henri. Et il est revenu avec les chevaux. Alors, tu dis ça maintenant. Tu te rends compte? Venir chercher le gamin à l'école pour faire aller rechercher à travers le bois jusqu'aux rivières là-haut. Allez donc. Oui, je me rappelle bien qu'ils avaient entrepris un travail de débardage avec leurs chevaux, les crosses. Ils voulaient même embaucher les parents, mais Irénée et Gaston. Mais ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils couchaient à Longchamp. Ah oui, ils partaient pour la semaine. Oui. Ils partaient pour la semaine. Mais tu as parlé donc de l'évacuation. Mais tu te rappelles, quand tu es parti de Joigny? Oui. Hein? Ah oui. Je sais comment ça s'est passé, hein, et je te le demande. Oui. Et quand est-ce que vous êtes parti? Comment tu es parti Comment on est parti? On est parti à pied, avec un petit sac à dos. Oui. On nous a fait passer le pont vite fait, parce qu'ils allaient faire sauter le pont, et on arrivait en haut de la route de Braulbas, au tournant, où il y a deux chalets en haut. On arrivait là, quand on a entendu un gros boum, c'est les soldats français qui faisaient sauter le pont de Joigny. On était en haut, on était à quoi? À 500 mètres, disons, du pont à peu près. Alors là, on a marché. On a marché. Pour aller jusqu'où? Oh, on a marché loin. Je ne peux pas dire. Moi, Tu avais 10 ans, de toute façon. Alors, Oui, j'avais 10 ans, oui. On a marché. Écoute, je ne te l'affirme pas, mais je crois quand même qu'on a marché jusqu'à Reims. Je crois quand même qu'on a marché jusqu'à Reims. Mais attention, hein, je sais pas, peut-être en 4-5 étapes, hein, je sais pas, je ne me souviens pas. Je sais. Et je me souviens, au bout du deuxième jour de marche, on arrivait au pied des crêtes de bois, de Poitéron. Vous savez, crêtes de bois, on en avait plein les bottes. Et il y a un chargement, je dis bien, oui, de Belges avec 2 chevaux, sa charrette derrière, qui nous ont, disons, doublés, parce qu'on était à pied, hein. On n'avait rien pour marcher avec nos jambes. Et comme on était fatigués, nos parents, hein, je vois comment même nous dire, nos petits sacs, mets-les sur le derrière de la charrette de ces gens-là. Hein. Elle, pareil, ma mère aussi, et on était avec Madame Génon, je ne sais pas si... Mais si, Madame Génon, je connais bien. Oui, elle avait une fille, Christiane. Oui. Alors, mariée avec un Thierry. Alors, nos parents nous ont dit, on met le sac là, et vous suivez ce chariot-là jusqu'en haut des crêtes de bois. Et arrivé en haut des crêtes de bois, un peu plus loin, il y a un village, c'était Ville-Tourneur, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Et arrivé là, eh bien, vous déposez les bagages et vous nous attendez au bord de la route. Alors, avec Christiane, on a marché jusqu'à Ville-Tourneur. Il faisait peut-être, je ne sais pas moi, à 6 h du soir.
à 6 heures du soir, arrivé où on avait dit, on pose les bagages qu'on avait et on attend. Mais entre-temps, ils ont décidé, eux, d'arrêter avant. C'est-à-dire, ils ont décidé d'arrêter avant. Ils ne sont pas venus jusqu'à... Oui, oui. Je crois que c'est Ville-Tourneur où nous avons... Oui. Mais nous, on a attendu. Et on a tellement bien attendu que la nuit est arrivée. Alors, avec Christiane Génon, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a mis les bagages qu'on avait dans le fossé et on a dormi dans le fossé. Et le lendemain, quoi faire? Eh bien, on a laissé les bagages dans le fossé et on a continué, on a marché. Et le soir, pareil, rebelote, on a repassé une deuxième nuit. Alors tout ça, ça se passait entre les crêtes de bois et Rethel, quoi. Rethel, voilà. Alors on a passé une deuxième nuit avec Christian Chopin dans ce bord de la route. Comment il ne devrait pas faire, je me souviens. C'est au mois de mai. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que il nous mitraillaient quand même. Hein. Oui. On était mitraillés. Je me souviens qu'il y avait eu... une attaque assez méchante. Alors, moi j'avais quitté la route et je m'étais aplati le long du Neuilly. Mais ça pétardait, ça tombait. Et quand je me suis relevé, ça marque à ça, tout ça. Eh bien, j'étais planqué, mais quand je me suis relevé, il y avait de la terre. Plein d'une bombe qui est tombée à quoi? Je sais pas moi, 50 mètres. Toi, avec la boussée. Oui, quand tu as 10 ans, dis donc, ça te marque. Hein. Ouais, ça marque le bureau. Et alors, on a marché. Alors, après la deuxième, on a marché. Et c'est Émile Dié, qui avait une voiture. Oui. Qui remportait les gens. Et naturellement, avec sa voiture, il nous a doublés, nous on marchait. Et c'est lui qui nous a dit, Christiane dit, arrêtez, attendez là, vos parents, ils arrivent, ils sont derrière. Parce qu'on avançait comme ça. On n'aurait pas marché longtemps. Alors on a attendu. On a trouvé les parents. Et je crois qu'on a marché après, je crois qu'on a été jusqu'à Reims. Après, à Reims, on a embarqué, moi je me rappelle, on est arrivé à Niort. Voilà, à Niort. Puis là, à Niort, on nous a pris et on nous a dispersés. On nous a dispersés dans les Deux-Sèvres. Et c'est comme ça qu'on aboutit à Saint-Amand-sur-Sèvre. C'était les Deux-Sèvres. C'était pas la Vendée. Ma mère parlait toujours de Saint-Amand. Parce qu'elle était pas loin, c'était le temple. Oui, le temple, oui, j'y étais, oui. Tu y étais? Oui. Donc tu étais avec la famille Charlier, quoi. Donc. Oui, c'est ça. Et tu sais que ma mère avait été avec ma sœur, Colette, qui est née en 1937, elle, donc plus jeune que toi, forcément. Et elle était séparée de ses parents, Charlier, avec la tante Simone, Maurice, et mes grands-parents, et ils n'arrivaient pas à se retrouver. Mais quand ils ont été établis chacun, ma mère est arrivée à Annonay, en Ardèche. Et eux, au temple, dans les Deux-Sèvres. Et comme ils ont écrit à mon père qui était prisonnier, c'est lui qui a donné le renseignement à ma mère pour lui dire tu peux retourner. Et donc ils se sont retrouvés là-bas. Donc avec vous, ben, tu vois, je ne savais pas.